850 milliards pour le Burkina Faso. Bonne affaire ou piège? 850 milliards de francs CFA, soit environ 1,3 milliard d'euros, près de 1,4 milliard de dollars. C'est le montant annoncé dans l'accord signé entre le Burkina Faso et les Nations Unies. Un chiffre impressionnant, un partenariat présenté comme stratégique. Une décision qui pourrait peser sur l'avenir du pays pendant des années. Mais en géopolitique, les grands financements ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière chaque accord international, il y a des mécanismes invisibles, des intérêts, des équilibres, des conséquences qui ne se voient qu'avec le temps. Alors, ce partenariat est-il une opportunité historique pour le Burkina Faso ou le début d'une dépendance plus profonde? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce dossier étape par étape. Mais je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que la réponse à cette question n'est pas celle que l'on croit au départ. Pourquoi l'accord avec l'ONU pose question? À première vue, beaucoup diront que la situation est simple. Un pays en difficulté reçoit un soutien international. Des programmes sont financés, l'économie est soutenue, la stabilité est recherchée. Vu sous cet angle, l'accord paraît logique, mais cette lecture est incomplète. Parce que dans l'histoire économique contemporaine, les grands financements internationaux ont souvent produit un effet paradoxal. Ils soulagent immédiatement, mais ils restructurent silencieusement. Lorsqu'un État commence à intégrer des ressources extérieures dans son fonctionnement, quelque chose change dans la mécanique interne du pays. Les priorités budgétaires évoluent, les arbitrages deviennent plus complexes. Les politiques publiques commencent à s'organiser autour de flux qui ne proviennent plus uniquement de l'économie nationale. Ce n'est pas forcément une contrainte visible, ce n'est pas toujours une pression directe. C'est un mécanisme beaucoup plus discret, un mécanisme d'incitation. Donc ce mécanisme peut, à long terme, influencer la trajectoire d'un pays bien plus profondément qu'une décision politique ponctuelle. C'est pour cela que la vraie question n'est pas seulement de savoir combien le Burkina Faso peut recevoir. La vraie question est de comprendre ce que ce financement peut changer dans la structure même de l'État. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que contient réellement l'accord signé. Que contient réellement l'accord ONU-Burkina Faso? Au début de février 2026, le Burkina Faso et les Nations Unies ont signé un accord. Il porte sur plusieurs programmes nationaux majeurs, mobilisant plus de 850 milliards de francs CFA. Ce chiffre a frappé les esprits, mais ce n'est pas un transfert immédiat d'argent. Il s'agit d'un cadre pour mobiliser progressivement des financements pour des projets prioritaires. 3 axes principaux structurent dans cet accord. D'abord, la souveraineté alimentaire. Des programmes visent à renforcer la production locale et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Cela réduit la dépendance aux importations. Ensuite, la stabilisation sécuritaire et territoriale. Des actions soutiennent la résilience des populations et le retour des services publics. Enfin, la transition entre l'urgence humanitaire et le développement durable. Ces programmes sont alignés sur le plan national de relance adopté par les autorités burkinabées. Le gouvernement insiste. Cet accord n'est pas une assistance imposée, mais un partenariat. Il est construit autour de priorités définies par l'État lui-même. Cette coopération est un outil d'accélération du programme national, pas une substitution. Le message officiel est clair, le développement du Burkina Faso doit rester conduit par le Burkina Faso. Ce discours repose sur une idée centrale, l'appropriation nationale. Les programmes sont pilotés par l'État, même s'ils mobilisent donc des ressources internationales. En lisant entre les lignes, on voit apparaître une stratégie politique précise. Le gouvernement accepte la coopération avec les Nations Unies, mais préserve un narratif souverain. Obtenir des financements, oui. Apparaître dépendant, non. Le montant de 850 milliards ne provient pas uniquement des ressources propres de l'ONU, il correspond à un objectif global de mobilisation financière alimenté par plusieurs sources. Il s'agit moins d'une aide directe que d'un mécanisme de financement global. C'est là que commence la vraie question stratégique. La manière dont ce partenariat s'intègre à son architecture budgétaire peut redessiner ses marges d'autonomie. Comment naît la dépendance financière d'un État? L'analyse doit changer de niveau. Le vrai sujet
n'est plus l'accord lui-même, mais la structure d'incitation qu'il crée. La dépendance financière ne commence jamais par une contrainte visible. Elle débute presque toujours par un soulagement. Un État fait face à des pressions sécuritaires, sociales ou budgétaires. Les ressources internes ne suffisent plus. Un partenaire international propose un cadre financier important. L'accord semble logique, rationnel et nécessaire. Mais la dépendance ne se construit pas au moment où l'argent arrive. Elle se construit quand les politiques publiques s'organisent autour de cet argent. Lorsqu'un programme agricole, social ou sécuritaire intègre un financement externe, il devient difficile d'en sortir sans choc. Retirer ce financement, c'est risquer de déstabiliser des services publics, des projets économiques ou l'équilibre social. Plus le temps passe, plus cette sortie devient coûteuse. La dépendance n'est pas une décision politique instantanée. C'est un processus d'intégration progressive. Un partenariat, puis un programme, puis une architecture budgétaire. Le centre de gravité du système se déplace. Un État qui finance ses priorités répond d'abord à ses citoyens. Mais un État dont les ressources proviennent de partenaires extérieurs doit aussi tenir compte de ses partenaires. Même sans conditionnalité écrite ou pression diplomatique explicite, les incitations changent de nature. Ce mécanisme n'est pas propre au Burkina Faso. Dans les années 80 et 90, plusieurs pays africains ont intégré des financements extérieurs. Ces ressources ont évité des effondrements économiques immédiats, mais ont transformé durablement la structure des budgets nationaux. Certains États se sont retrouvés dans une situation paradoxale. Un discours politique souverain, mais une marge budgétaire dépendante. Ce que l'on observe aujourd'hui au Sahel n'est pas une reproduction automatique, mais la mécanique financière reste universelle. Celui qui structure le financement structure aussi, à terme, les priorités. Cela pose une question centrale. Le Burkina Faso peut-il utiliser ses ressources comme un levier temporaire ou risque-t-elle de devenir un pilier durable? C'est cette ligne de bascule qui constitue le véritable enjeu stratégique du dossier. Souveraineté économique. Le rôle du budget national. À ce stade, il faut regarder la situation avec lucidité. Le problème n'est pas l'ONU. Le problème n'est pas non plus le principe de la coopération internationale. Aucun État moderne ne se développe totalement seul. Les partenariats, les investissements extérieurs et les soutiens techniques font partie du fonctionnement normal du monde. La vraie question est ailleurs. Elle se situe dans la capacité d'un pays à rester maître de ses priorités lorsque des financements extérieurs deviennent structurants pour ses politiques publiques. La souveraineté ne se mesure pas seulement à un drapeau, à une armée ou à un discours politique. Elle se mesure aussi à une chose très concrète, la capacité de financer ses choix sans dépendre durablement de décisions prises ailleurs. Car l'autonomie politique repose toujours, au fond, sur l'autonomie économique. Lorsqu'un État dépend principalement de ressources internes, fiscalité, production nationale, industrie locale, il reste naturellement redevable envers sa population. Mais lorsque des ressources extérieures deviennent une composante importante de son fonctionnement, le centre de gravité change. Ce changement n'est pas toujours visible, il n'est pas forcément intentionnel, mais il est réel. Les arbitrages budgétaires commencent à intégrer d'autres paramètres. Les priorités doivent rester compatibles avec les cadres de financement. Les réformes institutionnelles doivent composer avec des exigences techniques et des calendriers extérieurs. Donc progressivement, la souveraineté devient moins une question de volonté politique qu'une question de structure financière. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse donc le simple accord signé. Il touche à une interrogation plus profonde. Comment utiliser les ressources internationales comme un levier temporaire, sans qu'elles deviennent une béquille permanente? Si ces financements servent à renforcer la production locale, la mobilisation fiscale et la capacité économique nationale, ils peuvent accélérer l'autonomie. Mais s'ils deviennent un pilier durable du fonctionnement de l'État, alors la dépendance s'installe, même sans contrainte explicite. Mais c'est précisément cette différence qui détermine si un partenariat international devient un outil de souveraineté ou le début d'une dépendance. Aide internationale et rapports de force mondiaux. Maintenant, il faut élargir le regard. Le dossier du Burkina Faso ne concerne pas seulement un pays. Il s'inscrit dans une recomposition beaucoup plus large du Sahel et du système international. Depuis plusieurs années,
la région traverse une transformation politique profonde. Ruptures diplomatiques, nouvelles alliances, affirmation de discours souverainistes, volonté de redéfinir les partenariats sécuritaires et économiques. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'idée d'une coopération renforcée entre plusieurs États sahéliens. Mais aucune architecture souveraine ne peut tenir durablement sans base financière solide. Donc c'est là que les flux internationaux prennent une importance stratégique. Dans le système mondial actuel, les financements multilatéraux ne sont pas seulement des instruments humanitaires, ils sont aussi des outils de stabilisation, d'organisation et parfois d'influence. Ce n'est pas nécessairement une stratégie cachée, c'est simplement la logique du système international. Les grandes puissances financent les institutions multilatérales. Ces institutions interviennent dans les zones fragiles. Mais ces interventions contribuent, de fait, à structurer les trajectoires économiques et politiques des pays concernés. Le Sahel n'échappe pas à cette logique. Plus un État dépend de ressources extérieures pour stabiliser son économie ou son territoire, plus il s'inscrit dans un réseau d'interdépendance internationale. Ces interdépendances peuvent être utiles. Elles peuvent apporter sécurité, investissement et expertise. Mais elles réduisent aussi la marge de manœuvre stratégique. Donc c'est là qu'une autre question apparaît. Si l'ONU ne prête pas d'argent pour faire du profit, si elle ne récupère pas d'intérêts financiers comme une banque, que reçoit-elle réellement en retour de ces financements? La réponse est rarement expliquée. L'ONU ne reçoit pas un retour financier direct, elle reçoit un retour institutionnel et stratégique. Chaque programme financé renforce d'abord sa légitimité internationale. Plus elle intervient dans un pays, plus elle consolide son rôle d'acteur central dans la gestion des crises, du développement et de la stabilité mondiale. Ce n'est pas un gain monétaire, c'est un gain d'autorité. Ensuite, elle diffuse des normes. Les programmes onusiens s'accompagnent toujours de méthodes de gestion, de standards administratifs, de cadres techniques et de modèles institutionnels. Progressivement, les pratiques publiques nationales tendent à s'aligner sur ces références internationales. L'ONU ne récupère pas d'argent, mais elle étend son influence normative. Elle obtient aussi un rôle de coordination. Lorsqu'un pays entre dans un cadre programmatique onusien, l'organisation devient souvent un point de passage pour de nombreux flux internationaux, aides bilatérales, financements multilatéraux, programmes humanitaires, partenariats techniques. Elle se place alors au centre du réseau. Mais dans le système international, être au centre du réseau vaut souvent plus que recevoir un paiement. Il faut également comprendre que l'ONU agit comme un intermédiaire. Les grandes puissances financent une partie importante de ces programmes. À travers elles, elles participent indirectement à la structuration des priorités dans certaines régions. L'organisation ne défend pas un intérêt national propre, mais elle devient le canal par lequel s'expriment les équilibres du système international. Enfin, chaque programme renforce sa présence sur le terrain. Réseaux locaux, capacités logistiques, données, partenariats, expertise, tout cela constitue un capital opérationnel qui augmente sa capacité d'action future. Autrement dit, l'ONU ne reçoit pas un retour financier immédiat, elle reçoit quelque chose de plus durable, de la légitimité, de l'influence et une position centrale dans l'architecture mondiale. Donc dans le jeu des puissances, ce type de capital pèse souvent plus lourd que l'argent lui-même. Et si tu veux comprendre en détail d'où vient réellement l'argent de l'ONU et comment il est dépensé, on prépare justement une vidéo complète sur ce sujet. Alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la manquer lorsqu'elle sortira. 3 scénarios pour l'avenir du Burkina Faso. Si l'on regarde vers l'avenir, la question n'est plus seulement de comprendre cet accord. La vraie question est de savoir ce qu'il peut produire dans le temps. Parce que les décisions financières prises aujourd'hui façonnent souvent les trajectoires politiques de demain. Plusieurs futurs sont possibles. Le premier est celui d'un levier d'autonomie. Dans ce scénario, le Burkina Faso utilise ses ressources comme un accélérateur temporaire. Les financements servent à renforcer la production agricole, stabiliser les territoires, reconstruire l'économie locale et augmenter progressivement la capacité fiscale nationale. Ces ressources extérieures jouent un rôle de transition. Elles disparaissent à mesure que l'économie nationale gagne en solidité. Le partenariat devient un outil d'indépendance, pas un pilier permanent. Le second futur est celui d'une dépendance progressive.
Ici, les programmes financés s'installent durablement dans l'architecture du pays. Les budgets publics commencent à intégrer ces ressources comme une composante normale du fonctionnement de l'État. Les projets deviennent difficiles à maintenir sans ces financements. Les institutions s'organisent autour d'eux, mais la sortie devient de plus en plus coûteuse. À ce moment-là, le pays n'est pas officiellement sous tutelle, mais son équilibre interne dépend de flux extérieurs. La souveraineté politique subsiste. La souveraineté budgétaire, elle, s'érode. Un troisième futur est également possible, celui du choc extérieur. Dans le système international, les priorités changent vite. Une crise mondiale, une réorientation stratégique des grandes puissances ou une modification des agendas internationaux peut réduire brutalement les financements. Si l'économie nationale s'est structurée autour de ses ressources, la réduction soudaine du flux peut provoquer un déséquilibre majeur, budgétaire, social et parfois politique. Ce type de rupture s'est déjà produit ailleurs. Donc c'est précisément pour éviter ce scénario que la gestion des financements internationaux devient une question stratégique centrale. Au fond, le Burkina Faso ne joue pas seulement un dossier économique, il joue un test historique, celui de savoir si un pays peut mobiliser des ressources extérieures sans perdre sa trajectoire propre, celui de savoir si un partenariat international peut devenir un instrument d'autonomie plutôt qu'un mécanisme de dépendance. Mais la réponse à cette question ne dépendra pas seulement des institutions internationales. Elle dépendra surtout des choix économiques, politiques et institutionnels faits à l'intérieur du pays dans les années qui viennent. Le vrai enjeu derrière les 850 milliards. Au départ, il y avait simplement un chiffre. 850 milliards de francs CFA. Un montant impressionnant, un accord présenté comme stratégique, une annonce qui, sur le moment, ressemble à une solution. Mais au fil de l'analyse, ce chiffre a pris une autre dimension. Il n'est plus seulement question d'un financement. Il est question d'un choix historique. Chaque période de crise place les nations devant la même interrogation. Faut-il chercher la stabilité immédiate ou construire l'autonomie de long terme ? Le Burkina Faso traverse aujourd'hui une phase charnière. Un moment où les décisions budgétaires ne sont plus seulement économiques. Elles deviennent politiques, donc même civilisationnelles. Accepter des financements extérieurs n'est pas une faiblesse. Refuser toute coopération internationale ne serait ni réaliste ni souhaitable. La vraie ligne de fracture est ailleurs. Elle se situe dans la capacité d'un pays à utiliser ses ressources sans laisser ses ressources redéfinir sa trajectoire. L'histoire des nations montre toujours la même chose. Les peuples ne perdent pas leur souveraineté le jour où ils signent un accord. Ils la perdent le jour où leur fonctionnement dépend durablement de cet accord. La souveraineté ne disparaît jamais d'un coup. Elle s'érode progressivement à mesure que les structures économiques deviennent dépendantes de décisions prises ailleurs. Mais l'inverse est aussi vrai. Un pays peut transformer une aide extérieure en levier de transformation interne. Il peut utiliser ses ressources pour renforcer sa production, ses institutions et sa capacité d'autonomie. C'est cette bifurcation que traverse aujourd'hui le Burkina Faso. Mais ce qui s'y joue dépasse largement ces frontières. Parce que dans un monde où les flux financiers structurent les rapports de force, chaque nation doit répondre à la même question fondamentale. Comment coopérer avec le système international sans se laisser absorber par lui ? Abonnez-vous à GeoPulse AZ pour ne rien rater des prochaines analyses.